Ok, bonjour, si vous êtes là, c'est pour que je vous explique comment j'ai fait l'atelier la blockchain humaine dans une salle de classe pour à peu près une vingtaine d'étudiants et en temps à peu près de l'ordre de 1h40. Donc je vous renvoie vers les deux vidéos que j'ai faites pour voir l'idée globale de l'atelier. Dans cette vidéo, je vais rentrer un peu plus dans les détails de comment ça a été fait. En particulier, je vais insister sur les idées que j'ai trouvées assez bonnes pour que l'atelier se passe assez bien et que les étudiants apprennent quelque chose et puis passent un bon temps, parce que c'est comme ça aussi l'objectif. Donc la manière dont j'ai introduit les ateliers à chaque fois, c'est par commencer par insister sur le fait que les banques utilisent aujourd'hui déjà beaucoup, essentiellement toujours, de la monnaie électronique. Je pense que c'est important d'insister sur ça parce que ça permet de bien mieux comprendre la blockchain. Il n'y a rien de magique de ce côté-là. C'est pas le fait que l'argent est numérique qui fait que c'est quelque chose d'incroyable. Dans les bonnes propriétés des crypto-monnaies ont à voir avec d'autres choses et en particulier elles ont à voir avec la notion de confiance. Et donc le deuxième point, c'est vraiment insister sur la confiance est vraiment l'objet critique. C'est ce qui coûte très très cher pour les banques à vérifier. Et par confiance, qu'est-ce que j'entends? J'entends en fait deux genres d'erreurs. La première, ce sont les erreurs en tant que telles. Voilà, quand vous demandez à votre banquier de vous donner 100 francs, parfois il va se tromper, il va rajouter un billet en plus, un billet en moins, et ça crée des erreurs. Donc quand c'est sur une erreur de 20 francs, on va dire que c'est pas très grave, mais si ça arrive même seulement une fois toutes les 100 transactions, ce qui est pas mal pour un humain de faire aussi peu d'erreurs, ça fait que quand même sur des centaines de milliards de francs de transactions, ça fait quand même 1 milliard qui manque. Donc, ça devient très important à l'échelle des banques. Donc les erreurs, c'est très important et ça coûte très cher parce que c'est très difficile de détecter les erreurs de façon systématique en général. Mais il y a une autre chose, c'est la malveillance qui est aussi une grande préoccupation, notamment dans des régimes un peu plus autoritaires, ou dans des histoires un peu de corruption. Ce qu'on veut avec les crypto-monnaies, en particulier avec la blockchain, c'est faire en sorte de rétablir un maximum cette confiance. Et l'astuce pour y arriver, pour retrouver un maximum de confiance, c'est de gérer les comptes. Parce que gérer les comptes, en fait, c'est équivalent à avoir une monnaie. Si on arrive à gérer les comptes, c'est-à-dire qu'on a une monnaie fonctionnelle, en tout cas en principe. Et les économistes vont toujours ajouter d'autres conditions qui sont vraiment importantes, mais en tout cas pour gérer des comptes ou avoir une monnaie fonctionnelle, le plus important c'est vraiment de gérer les comptes. Et l'idée de la blockchain, c'est de gérer les comptes de façon collaborative. Donc en particulier, on ne va pas se faire confiance aveuglément à une entité, à une banque. On va faire en sorte que beaucoup d'entités puissent collaborer et vérifier les comptes à tout instant. Donc ça, c'est vraiment la manière, je pense, naturelle d'introduire la blockchain pour permettre aux étudiants de comprendre pourquoi est-ce que c'est une notion importante. Et ensuite, pour l'implémenter, donc comme on l'a vu dans les ateliers, il y a deux types d'entités. D'un côté, il va y avoir les utilisateurs. Donc les utilisateurs, il faut que ça soit simple, notamment pour tenir les comptes. Au lieu d'écrire leur nom complet, en fait, on va leur donner des pseudonymes, et on va donner des pseudonymes assez faciles à retenir. ABCD, typiquement, si vous voulez des noms complets, Alice, Bob, Charlie, Dave, vous pouvez inventer ce que vous voulez, Alain, Bernard, Charlotte et Daniel, par exemple. Et il y a aussi de l'autre côté les mineurs. Donc, les mineurs ne sont pas pareils que les utilisateurs, et donc les mineurs, dans mes ateliers, je les ai appelés avec des lettres grecques, alpha, bêta, gamma et delta. Et donc le rôle des mineurs, ça va être de gérer les transactions, et le rôle des utilisateurs, c'est de s'échanger des biens. Donc ce que j'avais fait dans les ateliers, c'est que j'avais donné initialement à chaque utilisateur un ensemble de biens. J'ai trouvé des objets dans la salle, une craie, un dictionnaire, un téléphone, différents objets dans la salle. Et il devait du coup faire des transactions, s'échanger les objets et faire ça bien, c'est-à-dire que ne donner l'objet qu'une fois que la transaction a été validée par les mineurs.
Et si vous voulez motiver encore un peu plus la chose, vous pouvez donner comme objectif aux utilisateurs de gagner le commerce d'une certaine manière, c'est-à-dire avoir à la fin un ensemble de biens et d'argent en Deathcoin par exemple, qui soit maximal. Donc, la somme des... Donc l'idée, ça pourrait être par exemple de donner une valeur intrinsèque initiale à chacun des objets que seul le détenteur de l'objet connaît, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, et faire en sorte que ce soit assez représentatif des prix dire, au supermarché. Et ensuite, du coup, les mineurs peuvent négocier, essayer de trouver des prix et faire des transactions. Voilà. Alors, pour lancer le Deathcoin, pour lancer la blockchain, il faut un bloc 0, donc un bloc initial, un bloc GN6. Donc, le bloc 0, ça va être un bloc qui va définir la quantité d'argent que chacun a initialement. Et bon, on peut commencer tout simplement avec chacun qui a 10. Si vous voulez rendre le jeu un peu plus juste aussi, vous pouvez faire en sorte que en fait, ce qui compte pour chaque utilisateur, c'est d'avoir c'est la différence entre la valeur totale de ses biens plus son argent en Deathcoin à la fin de la partie, moins ce qu'il avait initialement. Voilà, ça c'est le bloc 0. Et vous pouvez même autoriser un peu quelques triches. Enfin, vaut mieux pas trop aller trop loin parce que ça peut être compliqué. Au moins pour commencer, interdire les triches, ce sera plus simple. Ok, et ensuite, toute la difficulté, c'est d'écrire ensuite des blocs. Donc, à chaque fois que, par exemple, A veut faire une transaction avec B, par exemple, acheter quelque chose à B, un dictionnaire à B pour 5 Deathcoin, par exemple, bah, A doit écrire sur un bout de papier, typiquement, écrire sur un bout de papier A flash B 5 Deathcoin. Voilà, vous oubliez le Deathcoin ici, A donne à B 5. Et elle doit envoyer une copie de ça à chacun des mineurs. Donc s'il y a 4 mineurs, il faut qu'elle en donne 4 copies, un par mineur. Ensuite, les mineurs, chaque mineur va comme ça collecter une liste de transactions. Donc c'est le mineur alpha par exemple, il doit avoir sur sa table quelque part une liste de transactions. Donc, voilà, donc s'il a reçu ça, il doit avoir un papier qui dit ça. Et peut-être qu'il a aussi, je sais pas, C donne D 3, A donne D 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au mineur de gérer cette liste de transactions qu'il reçoit. Et ensuite, il y a le jeu de tirer As-Roi. Et dès qu'un mineur tire As-Roi, il va essayer d'inclure ces transactions, enfin toutes les transactions qu'il a reçues, qui n'ont pas encore été validées, dans un bloc. Donc un bloc, typiquement, ça va ressembler à ça. Donc, le bloc, il va falloir le nommer. Donc la convention que j'ai proposée, c'est le nom du bloc, bah, ça va être le nom du mineur. Donc si c'est un bloc écrit par le mineur bêta, bah, par exemple ça va s'écrire bêta. Et si ça correspond au troisième bloc, bah, ça va l'appeler bêta 3. Et donc si c'est un bloc bêta 3, il doit faire suite à un bloc qui va devenir par un 2, parce que ça va être, un bloc 3 doit faire suite au bloc 2. Et par contre, il peut venir d'un autre mineur, donc ça peut être le bloc delta 2, le deuxième bloc créé, et qui a été créé par le groupe de mineurs delta. Ensuite, que doit contenir ce bloc? Il doit contenir à la fois la liste, enfin les comptes tels qu'ils sont avant toute transaction inclus dans le bloc, donc à la fin du bloc delta 2. Ensuite, il va contenir l'ensemble des transactions qui vont être validées dans ce bloc. Et à la fin, il doit avoir un compte, le compte de chacun des utilisateurs, après avoir comptabilisé les transactions du bloc bêta 3. Donc par exemple, si bêta 3 c'est 3 transactions, bah, il va écrire A flash bêta, il va écrire A flash B 3, donc il va juste mettre cette transaction ici, il va mettre cette transaction ici, donc C donne D 3 et A donne D 2. Okay. Ensuite, ce que je propose de faire pour que les calculs soient, pour minimiser les risques d'erreur, parce que dans ce genre de truc, le gros problème c'est des erreurs de calcul ou des choses qui sont mal intégrées, c'est de commencer par copier le bilan des comptes du bloc delta 2.
Donc le bilan des comptes delta 2, donc ça va ressembler à quelque chose comme A, B, C, D qui ont, je sais pas, par exemple A à ce moment-là avait 9 testcoins, B peut-être qu'il en avait 13, peut-être que C en avait 5, et peut-être que D on en avait 13. Ok. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que pour chaque transaction, si A donne 3 à B, ça veut dire que A perd 3 testcoins, donc il va écrire moins 3 ici, et B gagne 3, donc plus 3 pour B. Ensuite, ces deux cases, on peut les laisser vides puisque c'est une transaction qui ne concerne pas C et D. Donc, on peut tracer des colonnes comme ça pour clarifier autant que possible le bloc. Et ici, ensuite, C donne D, c'est-à-dire que C et C donne 3 à D, c'est-à-dire que C va perdre 3, donc C doit faire moins 3, et D doit faire plus 3. Et enfin, A donne D 2, c'est-à-dire que A va faire moins 2, et D va faire plus 2. Voilà, un petit truc à vérifier, c'est que la somme de chaque colonne doit être égale à 0, puisque c'est une transaction, quelqu'un gagne ce que l'autre perd. Donc 3 moins 3 ça fait 0, 3 moins 3 ça fait 0, 2 moins 2 ça fait 0. Et à la fin, on conclut tout à droite par les comptes après avoir pris en compte les transactions. Et donc, pour le savoir, il suffit de faire la somme pour chaque ligne. Donc pour chaque ligne, pour la ligne 1, c'est A avait 9, il perd 3, puis 2, donc ça fait 9 moins 3, ça fait 6, moins 2, ça fait 4. B avait 13 plus 3, ça lui fait 16. C avait 5 moins 3, ça fait 2. Et D avait 13 plus 3, ça fait 16, plus 2, ça fait 18. Et voilà. Une fois que ce bloc est écrit, c'est le moment de le copier-coller et d'envoyer à d'autres. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo, en fait, dans l'atelier que j'ai fait, les mineurs avaient du papier carbone. Et du coup, l'idée c'est que vous avez une feuille, vous mettez une couche de papier carbone, puis une autre feuille, puis une autre couche de papier carbone, puis une autre feuille, puis une autre couche de papier carbone, puis une autre feuille. Et je demandais du coup aux étudiants d'écrire en appuyant bien sur la première feuille. Mais du coup, ceux qui écrivaient sur la première feuille, ça faisait les copies ça écrivait sur les autres feuilles en dessous, et ça faisait automatiquement 4 copies. Donc une fois que ça a été fait, donc le bloc, voilà, est validé. Bon, il faut bien vérifier que tous les nombres ici sont positifs. Donc ici c'est le cas. Si un nombre qui est négatif, il faut enlever une des transactions. Vous pouvez la raturer par exemple. Et refaire les comptes ensuite. Le plus simple c'est juste de refaire un nouveau bloc pour essayer de vérifier, d'imaginer est-ce que les transactions sont bonnes ou pas. Ensuite, quand chacun reçoit ces blocs, donc les mineurs ils vont enlever les transactions qui ont été validées. Donc, si le mineur alpha maintenant il reçoit ce bloc, il doit enlever les transactions qui ont été validées. Donc s'il avait 4 transactions, imaginons qu'il ait aussi reçu des 10 à C par exemple, il va regarder avec ce bloc, il va se dire justement, de toute façon j'ai fait une erreur. Donc là ça n'a pas marché. Puisque en fait c'est A donne 5 à B, pour moi. C'est le genre de choses qu'il va falloir corriger à chaque fois. Donc typiquement un mineur qui recevrait le bloc bêta 3 là, devrait annuler le bloc et écrire bloc invalide, et pourrait envoyer un papier à chacun des autres mineurs en signalant que le bloc est invalide. À ce moment-là, bêta 3 devra réécrire un bloc qui est valide. Donc voilà. Donc si je refais les calculs, là je me rends compte que en fait A il lui reste 4, 3 et B il lui reste 18. Est-ce qu'il y a encore une erreur? J'ai l'impression qu'il y a encore une erreur. Voilà, c'est l'importance de vérifier le calcul. Donc ça c'est les totaux. Voilà, donc maintenant cette fois le bloc est valide. Donc l'idée c'est de supprimer les transactions. Donc A donne B a bien été validé.
C donne D a bien été validé, A donne D a bien été validé. Donc là, typiquement, le mineur alpha va jeter ces transactions à la poubelle et va garder du coup cette transaction qui sera une transaction qu'il va falloir ajouter s'il tire As-Roi, si ça lui décrit un bloc. Okay. Et à côté de ça, en fait, le mineur alpha doit aussi tenir la liste des blocs qui ont été, la chaîne de blocs qui a été validée. Donc normalement, il y a le bloc 0. Ensuite, il y avait un bloc 1 qui vient peut-être, je sais pas, imaginons qu'il vient de gamma 1. Ensuite, il y a peut-être un bloc delta 2. Ensuite, là, il y a un bloc bêta 3. Okay. Dernière remarque, c'est que une fois que le bloc bêta 3 a été validé, normalement le mineur n'a rien à faire, mais il doit vérifier que le bloc est valide. Et si le bloc est valide, il se met à essayer de tirer As-Roi. Donc en gros, il essaie de construire le bloc suivant. Et là, c'est aux utilisateurs d'aller voir les mineurs et leur demander, par exemple, Alice, enfin plutôt Bob, doit aller voir un mineur, on peut voir n'importe lequel, et lui demander est-ce que tu as validé un bloc dans lequel il y a la transaction A donne B 5 testcoin. Et donc tant que la réponse est non, tant qu'il n'y a aucun bloc qui contient cette transaction, Bob ne doit pas accepter la transaction. On lui a promis 5 testcoins, mais ils n'ont pas encore été validés, du coup il ne va pas donner par exemple le dictionnaire à Alice. Ceci dit, en revanche, bien sûr, dès que cette transaction apparaît dans un bloc d'un des mineurs, par exemple s'il va toujours voir le mineur alpha, et il voit, en fait il n'a même pas besoin de demander, il peut juste lire la suite des blocs lui-même, et s'il voit qu'il y a un des blocs qui contient la transaction A donne 5 AB, à ce moment-là, il sait qu'il a reçu cet argent d'après la blockchain, et du coup il peut donner le dictionnaire. De la même façon, Alice peut aller voir ça, dire ah tiens, la transaction a été validée, donne-moi maintenant le dictionnaire. Ok, alors une remarque, c'est que dans le cas du Bitcoin, et je pense que du coup c'est intéressant à expliquer, il peut y avoir des fourchettes, donc peut-être que quelqu'un a proposé un autre bloc, par exemple Gamma a aussi tiré As-Roi et a annoncé un autre bloc, donc là on a une fourchette, et peut-être que ce bloc Gamma 3 ne contient pas la transaction A donne 5 AB. Donc là, dans ce cas, ce genre de fourchette, il y a une ambiguïté, et du coup Bob ne peut pas savoir quelle est la bonne fourchette, et du coup techniquement il devrait ne pas donner le dictionnaire à Alice. Pour éviter ce genre de fourchette qui peut arriver après coup, l'idée souvent de la blockchain, c'est pour qu'une transaction soit validée, il faut qu'il y ait un autre bloc en dessous. Donc s'il y a un bloc ici, disons, il y a un bloc alpha 4, ça fait que les transactions dans bêta 3 sont considérées beaucoup plus certifiées. Et dans la vraie blockchain, c'est à ce moment-là, lorsqu'il y a un bloc alpha 4 et que la transaction est dans bêta 3, on peut considérer que la transaction est validée et qu'il faut donner le dictionnaire. En fait, dans la vraie blockchain, on attend même plusieurs blocs pour que les transactions dans bêta 3 soient considérées vraiment valides. Souvent, on attend 5 ou 6 blocs qui suivent en dessous. Bon, bien sûr, dans le cas de la blockchain en classe, on n'est pas obligé d'être aussi pointilleux. Dernière chose que je voulais rajouter, c'est que si jamais vous finissez cet atelier assez rapidement et qu'il vous reste du coup du temps de discussion avec les élèves, je vous invite à demander aux élèves de réfléchir à ce qui pourrait mal se passer si le protocole qu'on a décrit ici était effectivement appliqué. En particulier, je vous invite à inviter les élèves à réfléchir à ce qu'il se passe si maintenant les utilisateurs sont malveillants, et notamment s'ils essaient de corrompre un mineur parmi les 4 mineurs, est-ce qu'ils pourraient arriver à faire en sorte que la blockchain ainsi implémentée fasse des choses qu'elle n'est pas censée faire. Et bien sûr, l'idéal, ça serait de fournir des explications sur comment est-ce que la blockchain déployée en pratique permet d'éviter ce genre de vulnérabilité. Mais même si vous ne connaissez pas personnellement comment ces problèmes sont résolus en pratique, je pense que c'est quand même une réflexion intéressante à avoir. Et il n'y a absolument pas de honte à savoir comment fonctionne exactement la blockchain. D'autant que ça évolue, puisqu'il y a souvent des nouvelles idées sur comment améliorer le fonctionnement de la blockchain. Pour avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait de plus important dans mon sens,
Du coup, je vous invite à essayer de tenter ça dans vos classes, si vous avez un atelier, à essayer de demander aux gens de faire cette blockchain. Et je vous invite aussi à partager vos retours d'expérience si vous le faites, vos interrogations, pour qu'on rende l'atelier encore plus facile à implémenter pour toutes sortes d'enseignants. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à bientôt.